Nous en reprenons notre étude concernant les qualités de l'eau. Quel sera l'objet de ce cours? Il s'agit, vous vous en souvenez, de comprendre les qualités de l'eau et de comprendre comment on agit sur ces différentes qualités. Les qualités de l'eau, vous vous souvenez que nous avions vu au cours d'un précédent, au cours de notre étude précédente, le rôle de la dureté totale, qui était le point fondamental de ce que nous devions comprendre lorsque nous voulions réfléchir au problème de l'eau dans un aquarium. Nous avions compris également ce qu'était la dureté carbonatée KH avec le TAC. Nous avions analysé le rôle de l'oxygène O2. Nous avions également analysé le rôle de l'ozone O3. Et nous avions terminé en sixièmement par l'étude du potentiel redox. Et je vous avais annoncé que nous verrions cette fois-ci le rôle du pH en sixièmement. En septièmement, l'analyse de l'eau. Nous verrons également le rôle du fer. Et enfin, nous verrons ce que c'est que la conductivité et l'importance de la conductivité et de sa mesure en particulier en ce qui concerne l'eau de mer. Mais revenons d'abord à notre point numéro 1, le rôle du pH. Le pH, tout aquariophile débutant a entendu parler du pH et se croit fort savant lorsqu'il sait de quoi il s'agit. Vous avez compris maintenant que le pH n'est que l'un des éléments de ce que nous devons observer dans un aquarium, mais nous avons compris aussi que le pH est souvent la conséquence d'autres facteurs et qu'il ne faut donc pas s'obséder sur le pH. Ce qu'il faut malgré tout retenir concernant le pH, c'est que ça, la meilleure définition qu'on en pourrait donner, c'est que c'est donc le rapport acide-base existant dans l'eau. Alors, une chose simple à retenir, c'est que ce rapport acide-base serait de 7 pour une eau pure, pour une eau complètement pure, à condition que cette eau soit maintenue à l'abri de l'air pur. Donc, retenez que le pH d'une eau distillée et déminéralisée, l'un ou l'autre, serait de 7 à condition qu'elle reste à l'abri de l'air pur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'échelle des pH est dite logarithmique, ce qui veut dire qu'une très faible variation entraîne... Enfin, je veux dire que pour faire varier le pH d'une unité vers le A bas ou vers le haut, il faut en fait multiplier par 10. Donc, ceci a une conséquence très importante en aquariophilie, c'est la très grande sensibilité que les êtres vivants auront par rapport à une variation du pH. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un très grand nombre d'animaux marins ne supportent pas de grandes variations du pH, ils supportent à la rigueur quelques dixièmes de variation. Donc, il faut bien surveiller le pH dans un aquarium, car le pH, les poissons ne supportent pas seulement les poissons, d'ailleurs les animaux marins ne supportent pas bien les variations du pH. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui va déterminer le pH, et nous l'avons déjà dit précédemment, c'est le KH et l'acide carbonique qui vont en fait déterminer le pH. Il y a donc deux composants pour déterminer le pH. En gros, on peut dire que des eaux qui ont un KH élevé et un faible taux d'acide carbonique auront un pH plus élevé que des eaux douces contenant beaucoup d'acide carbonique. Alors, maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire varier le pH dans le cadre de l'aquariophilie. Sur le plan de la chimie, on pourrait imaginer de faire varier le pH comme on voudrait, mais par rapport à la réalité biologique d'un aquarium,
quels sont les moyens que nous avons qui soient acceptables pour faire varier le pH afin de l'amener ou de le ramener à une mesure qui soit agréable et compatible avec l'univers marin. Effectivement, la question se pose de savoir pourquoi nous avons à faire varier le pH. Nous n'avons pas à faire varier le pH. Nous avons dans un premier temps à amener le pH à une valeur la plus proche possible de celle des poissons ou des animaux marins que nous élevons. Et dans un deuxième temps, nous avons à faire en sorte que ce pH se maintienne à cette valeur idéale. Avec un problème, c'est que naturellement, nous entendons quelquefois faire cohabiter entre eux des animaux qui n'acceptent pas, a priori, les mêmes valeurs de pH, et donc qui ne pourraient théoriquement pas cohabiter entre eux, sauf pour certaines espèces et dans certains cas, à avoir subi une période d'acclimatation plus ou moins longue ou plus ou moins progressive. Alors, nous l'avons dit, deux composantes pour déterminer le pH, c'est le KH et l'acide carbonique. Mais la seule façon de faire varier dans un aquarium le pH, la seule méthode qui soit, je dirais, sur le plan biologique acceptable, c'est d'intervenir sur le KH, ou tout au moins d'obtenir une diminution du KH sans toutefois, pour des raisons, enfin vous pouvez me faire confiance, sans toutefois descendre en dessous de 3 degrés KH. Et on peut également, en même temps ou autrement, agir par une addition d'acide carbonique sans dépasser 60 mg par litre. Donc, retenez que biologiquement, pour faire varier le pH, on essaiera de diminuer le KH sans descendre en dessous de 3 degrés de KH, ou on essaiera en même temps d'additionner de l'acide carbonique sans pour autant dépasser 60 mg par litre. On peut aussi, et cela revient au même, filtrer sur tourbe, car la tourbe apporte avant tout certains acides qui permettent d'agir de façon biologiquement acceptable sur le pH. Voilà donc en gros l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur le pH. Je crois important que vous reteniez que la valeur minimum du KH sera de 3 degrés KH avec la valeur maximum d'acide carbonique de 60 mg par litre. Là, vous avez une faute d'impression sur la diapositive, ce n'est pas 60 mm, mais 60 mg, 60 mg par litre. Faute que je corrige immédiatement sous vos yeux pour que vous ne soyez pas perturbé par cette erreur. Retenez enfin ce rôle pratique de la tourbe qui est vendue dans tous les magasins spécialisés, qui permet donc d'agir sur le pH. Nous avons donc terminé cette étude du pH. Nous allons aborder le point suivant de notre étude, le fer, huitièmement, donc le rôle du fer. Alors, que devons-nous savoir à propos du fer du point de vue de l'aquariophilie? Le premier point très important à retenir, c'est que le fer est présent dans la plupart des animaux vivants. C'est un élément que l'on rencontre normalement à des concentrations extrêmement faibles, de l'ordre de 1 mg par litre. Il est indispensable à la plupart des animaux et des plantes. Les poissons en ont besoin, comme d'ailleurs les êtres vivants, nous aussi, pour produire ce qu'on appelle le pigment rouge du sang, l'hémoglobine. L'hémoglobine absorbe l'oxygène lors de la respiration et la transporte dans toutes les parties du corps. Et vous savez que c'est au retour qu'elle se charge du gaz carbonique qui sera ensuite rejeté dans les poumons et les branchies. Donc, si
il n'y avait pas de fer, eh bien, on ne pourrait pas fixer le pigment rouge du sang, et le système de la respiration et de transport de l'oxygène ne pourrait pas se faire. Alors, le fer est donc utile, je viens de vous expliquer comment, pour la vie des poissons, de la même façon qu'il est utile pour nous, hein. Mais qu'en est-il des plantes? Eh bien, c'est exactement la même chose pour les plantes. Les plantes, même que nous avons, nous, le pigment rouge pour le sang, il y a chez les plantes ce qu'on appelle le pigment vert, qui est la chlorophylle. Et les plantes seraient incapables de produire ce pigment sans fer. Donc vous comprenez que, alors sans chlorophylle, vous savez qu'une plante ne peut pas pousser, elle demeure rachitique, les feuilles deviennent jaunes et meurent. Donc vous voyez que sans pigment vert, pas de chlorophylle, pas de plante, et donc sans fer, pas de vie. Bien. Alors il y a quelque chose d'un petit peu difficile à comprendre et que je vais essayer de vous expliquer. Il y a une règle qui voudrait que sous l'action de l'oxygène, le fer, qui s'oxyde donc, devient insoluble dans l'eau. Et donc, si cette règle était toujours vraie, vous comprenez qu'on n'aurait aucun moyen d'approvisionner les plantes d'aquarium en substances nutritives, puisque le fer serait insoluble dans l'eau. Cependant, il existe des composés du fer, des composés chimiques du fer, qui fixent l'ion fer, plus exactement l'ion Fe3+, Fe+++. Et lorsque ces composés chimiques sont réalisés, ils ne précipitent plus, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent plus solides, lorsqu'il leur est lié. Donc, le fer est ainsi en quelque sorte caché, masqué, enfermé dans un coffre-fort, et cet ion Fe+++ est ignoré par l'oxygène dans l'eau. Il ne participe plus à aucune réaction chimique classique. Il n'est même pas décelé par les tests que nous pouvons faire sur l'eau. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, les plantes sont capables d'absorber ces composés chimiques. Donc, le fer disparaît, si vous voulez, du point de vue chimique, dans ces composés. Il est caché, il est masqué. Et ce composé chimique, la plante est capable de l'absorber. Et une fois que le composé chimique est dans la plante, absorbé par la plante, elle, est capable de réduire, une fois de plus, de détruire, de réduire ce composé chimique pour refaire ressortir l'ion Fe++, et pour l'utiliser. Donc vous avez compris, le fer se cache en quelque sorte dans un composé. Ce composé est absorbé par la plante. Alors ce composé est indestructible par l'oxygène qui est présent dans l'eau. La plante peut donc absorber l'eau et donc ce composé. Et une fois que la plante a absorbé ce composé, elle a les moyens de détruire ce composé et donc d'absorber le fer. Et c'est un petit peu compliqué, mais le mécanisme est finalement assez simple. Or, qu'avons-nous à faire, si je puis dire, à propos du fer? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est très rare de trouver dans un aquarium une trop grande quantité de fer. Le problème ne se pose donc pas normalement. Ce qui peut se poser par contre, c'est que vous manquiez de fer. Et donc il faut réaliser un apport de fer. Donc ce n'est pas un apport de fer qu'on va réaliser, c'est un apport de ces composés chimiques dans lequel le fer est enfermé. Alors, retenez un mot, on appelle chélate, c'est complexe dans lequel les ions fer sont inclus. Chélate s'écrivant C-H-E accent aigu L-A-T-E-S. Et donc on fait dans l'aquarium, lorsqu'on veut augmenter cette teneur en fer, on n'augmente pas le fer, puisque je vous ai expliqué que lui, sous l'action de l'oxygène, serait immédiatement perdu, il précipiterait immédiatement, mais surtout en eau de mer. Mais ce qu'on va faire, c'est un apport de fer chélaté, c'est-à-dire de ce fer qui ne peut pas être décelé
par l'oxygène qui est présent dans l'eau. Et comment ce qu'on fait concrètement? Eh bien, on n'apporte pas vraiment du fer, on apporte des engrais complets qui permettent de nourrir les plantes. Sachez que dans ces engrais complets, il y a donc en fait des ions Fe+++ qui vont permettre, qui vont être décomposés par les plantes et qui vont permettre d'enrichir la teneur en fer des plantes, enfin tout au moins ce dont elles ont besoin. Donc tout simplement, pour augmenter la teneur, la quantité de fer, si ça se révèle nécessaire, on introduit des engrais complets. Nous pouvons aborder maintenant la 9e partie de notre étude, la conductivité. Qu'est-ce que la conductivité? La conductivité, c'est donc la possibilité de conduire les ondes électriques, et l'intérêt de la conductivité, c'est qu'elle est proportionnelle à la minéralisation de l'eau. Autrement dit, si vous préférez, plus une eau est minéralisée, et plus on peut dire que, enfin, et plus cette eau a une forte conductivité. La conductivité a une assez grande importance ou une très grande importance en aquariophilie lorsqu'on envisage les questions d'élevage ou de transfert d'animaux et de plantes. Et on mesure, enfin ce n'est pas la conductivité en soi qui est importante, c'est en fait la minéralisation qui détermine, mais comme les deux sont liées, elles sont proportionnelles, cette minéralisation qui détermine la pression osmotique de l'eau. Nous avons donc vu l'importance de la pression osmotique, en particulier sur les œufs. Nous avons vu que ça peut avoir un effet d'implosion ou d'explosion s'il y a une différence entre la pression osmotique de l'œuf et la pression osmotique de l'eau. Eh bien, la conductivité donne une indication très précise sur la minéralisation et donc sur la pression osmotique. Je ne vous rappelle pas ce que c'est que la pression osmotique. Je pense m'en être suffisamment expliqué la dernière fois. Si vous avez un doute là-dessus, il faut absolument réécouter cet aspect du cours, car il faut bien que vous compreniez ce que c'est que la pression osmotique et ce que c'est que l'osmose inverse. D'une façon générale, retenez que la conductivité, eh bien, elle est surtout importante à connaître en eau de mer. Bien tout simplement parce que c'est le moyen le plus simple et le plus facile pour connaître la salinité de l'eau de mer. Vous avez d'ailleurs, enfin c'est celui qui sera le plus précis. On pourrait connaître la salinité de l'eau de mer aussi en mesurant sa densité. Il y a donc un appareil qui s'appelle le densimètre qui permet de mesurer la densité de l'eau de mer. Mais le conductivimètre, qui est un appareil qui permet de mesurer la conductivité de l'eau, est un appareil qui lui est extrêmement plus précis, infiniment plus précis, et plus facile à utiliser que le densimètre. Donc deux façons pour apprécier la salinité de l'eau: on mesure sa densité par le densimètre, ou tout simplement on mesure sa conductivité par le conductivimètre, puisque vous avez maintenant compris que ces deux mesures vont évoluer de manière proportionnellement à la salinité de l'eau. Si vous deviez être amené à faire varier la conductivité non, plus exactement la salinité, c'est-à-dire si vous constatiez une conductivité trop faible, que ce soit en eau douce ou en eau de mer, eh bien vous utiliseriez les mêmes procédés que ceux que vous avez utilisés pour corriger le GH et le KH. Il nous restera à voir pour une prochaine fois ce qu'on appelle le cycle de l'azote, qui est le point essentiel, enfin un des points essentiels à comprendre en aquariophilie. Une fois que vous avez compris toutes ces notions que nous avons vues, donc sur 3 cassettes, si vous les maîtrisez bien, vous maîtrisez vraiment les fondements de ce qui vous permet de faire une aquariophilie de magasin ou une aquariophilie à la maison, familiale. Et si vous maîtrisez ces différents concepts. Il vous reste donc à voir, je le répète, ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Pour aujourd'hui, la conférence que nous avons vue ensemble aujourd'hui, quels sont les points que je souhaite que vous reteniez? Eh bien, il y a d'abord, je souhaite que vous soyez capable de répondre à tout moment, si je puis dire, à une personne qui vous demande qu'est-ce que le pH. Il faut être capable de ne pas dire n'importe quoi. Le pH, c'est
le rapport acide-base existant dans l'eau, sachant que ce rapport est normalement de 7 lorsque on aurait affaire à une eau qui serait pure et qui ne serait pas en contact avec l'oxygène. Donc l'eau pure et distillée et déminéralisée a, comme nous l'avons dit, un pH de 7 aussi longtemps que l'eau se trouve à l'abri de l'air. Pourquoi la mesure du pH est-elle aussi importante en aquariophilie? Vous le savez, c'est parce que de nombreux organismes vivants, comme les animaux marins, ne supportent pas les variations importantes du pH. Ils supportent tout au plus quelques dixièmes de variation. Ce qui est très important aussi, c'est de retenir quels sont les moyens de faire varier le pH et de retenir que la seule méthode biologiquement acceptable est une diminution du pH et ou une addition d'acide carbonique. Retenez aussi qu'on peut filtrer sur la tourbe. Que faut-il retenir concernant le fer? Eh bien, il faut retenir tout d'abord le rôle fondamental du fer dans un aquarium, retenir que le fer est indispensable à la plupart des animaux et des plantes, pour les êtres vivants, parce qu'il permet de fixer le pigment rouge, et pour les plantes, parce qu'il permet de fixer le pigment vert de la chlorophylle. Quelle est la méthode la méthode pour faire varier la teneur en fer dans un aquarium? Nous avons vu qu'il fallait utiliser un engrais complet, des engrais complets que vous vendez naturellement dans vos magasins spécialisés. Nous voulons aussi que vous reteniez ce qu'est la conductivité, et surtout quel est l'intérêt de la conductivité. En particulier dans le cas de l'eau de mer, nous avons vu que la conductivité dans le cas de l'eau de mer permet de connaître de manière extrêmement précise le taux de salinité de notre eau de mer, et que nous aurons, en utilisant un conductivimètre, un résultat beaucoup plus précis qu'avec un densimètre. Eh bien, c'était la dernière chose à retenir. Quel est le nom de l'appareil qui mesure la conductivité? Cet appareil, c'est le conductivimètre. N'hésitez pas à discuter avec les gens qui sont responsables de vos formations en entreprise sur toutes les questions qui ont été abordées dans ce cours. Pourquoi? Parce que, je le répète, c'est le fondement de l'aquariophilie, et finalement tout repose autour de ces questions. Donc ce sont des concepts à la fois relativement... ils ne sont pas très difficiles, ils ne sont pas... Je pense avoir en plus essayé de simplifier à l'extrême, et s'il y a parmi les gens qui m'écoutent des adultes, par exemple, déjà informés d'aquariophilie, je sais qu'ils me reprocheront d'avoir quelquefois simplifié, et d'être à la limite de l'inexactitude par volonté de simplifier au maximum et d'être compréhensible par tout le monde. Je sais que mon discours est simplificateur, et quelquefois la limite d'être tellement simplificateur qu'il cesserait presque d'être scientifique. Mon objectif, je le répète, n'est pas de former des polytechniciens, mais de faire comprendre à des jeunes vendeurs ou à des jeunes gens qui veulent maîtriser l'aquariophilie de connaître la palette des concepts nécessaires à la conduite à la fois de la batterie du magasin et également la batterie de conseil qui va être utile en clientèle. Donc, je le répète, ne pas se limiter à ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le pH et éventuellement le cycle de l'azote, avoir une vue un peu plus large des choses et bien maîtriser ces concepts. Donc il est important d'en parler avec vos responsables de formation d'entreprise qui normalement doivent, eux, complètement maîtriser ces concepts puisqu'ils jouent avec sans arrêt, et il est important que vous leur demandiez un petit peu, parce que là après il y a ce qu'on appelle tous les secrets de métier, comment, ma foi, ils ont observé qu'ils pouvaient jouer sur ces différents paramètres pour que les poissons soient bien chez vous au magasin et soient bien aussi chez vos clients dans leurs futurs aquariums. Donc encore une fois,
il ne s'agit pas seulement d'apprendre le cours de manière scolaire, il faut essayer de le rendre tout de suite vivant et intelligent en l'appliquant pratiquement dans les endroits où vous faites votre formation, en discutant avec les professionnels qui ont l'expérience et l'habitude de tous ces concepts. Merci de votre attention et à très bientôt.